Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, j'ai une grande annonce à vous faire puisque ça y est, nous sommes 10 000 abonnés sur la chaîne. Et oui, ça y est, vous êtes maintenant 10 000 sur cette chaîne, ce qui est un petit peu comme si vous étiez 10 000 dans ce studio à chaque émission, ce qui est un peu flippant quand même puisque c'est chez moi. Une occasion de plus pour moi de vous remercier de me suivre depuis le début. Grâce à vous, j'ai pu passer sur cette chaîne à plein temps en fin d'année dernière, et si la qualité et la fréquence de mes repas a grandement diminué, ça va, on survit, on est là et on écrit des textes sur l'escalade toute la journée, donc on est bien. Voilà, donc pour l'occasion, j'ai prévu de fêter ça avec un live un petit peu particulier, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je pense qu'on en reparlera à la mi-août, puisque là j'ai surtout un très gros projet qui arrive pour la couverture des Jeux Olympiques, et je veux pas bousculer mon emploi du temps qui est déjà bien trop chargé en cette période. Sur ce, je vous propose donc tout de suite de partir sur l'épisode de la semaine, avec les OQS de Budapest, la Coupe du Monde d'Innsbruck, et aussi quelques petits sujets polémiques. On est parti! News numéro 1, durant ces 2 dernières semaines, les news ne se sont pas bousculées et pour cause, le monde de l'escalade n'avait les yeux rivés que sur un endroit, les Olympic Qualifiers de Budapest, où se déroulait la dernière étape qualificative pour les Jeux Olympiques. En combiné côté français, on attendait surtout le dénouement du duel fratricide entre nos 3 espoirs, Mejdi Schalke, Sam Havzu et Paul James, mais aussi la potentielle qualification de Zelia Havzu chez les femmes pour rejoindre Oriane Berton au JO. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que si vous êtes cardiaque, eh bien vous êtes sûrement en train de regarder ce Caillou News en compagnie de Che Guevara et d'Amy Winehouse, ce qui certes ne vous donnera pas un avis très éclairé sur la bêta du bloc numéro 4 des demi-finales, mais qui nonobstant vous permettra probablement de décrypter l'actualité politique du moment tout en écoutant de la super musique, et ça c'est déjà pas si mal. Oula, je me suis perdu. Bref, dans cette compétition bien particulière, avec un système de points combiné entre l'épreuve de Shanghai et de Budapest, il n'aura fallu attendre que le samedi soir, après les demi-finales, pour connaître le nom de la plupart des qualifiés pour les Jeux Olympiques. Parmi eux, chez les femmes, on retrouvait l'évidence Brooke Raboutou, première des 2 étapes, Mio Nonaka qui aura remporté son duel face à sa compatriote Futaba Ito, Erin McNeice, Chaeyun Seo, Zilulio, Yenia Kazbekova, Lucia Dorfel, Mia Crumpel, mais aussi notre française Zelia Havzu, non qualifiée en finale, mais qui profitait de son bon classement à Shanghai pour s'offrir sa qualification, et enfin Camilla Moroni, Laura Rogora qui profite de la redistribution du quota réservé aux pays hôtes pour se qualifier, ou Molly Tonsman-Smith qui elle profite de la redistribution du quota réservé à l'universalité. Enfin chez les hommes, la donne était un chouïa plus compliquée puisqu'au soir des demi-finales, il restait encore 2 places à distribuer pour 3 hommes, nos 3 français. Un scénario à suspense pour le public mais surtout terrible pour nos compétiteurs qui devaient encore attendre 24 heures pour connaître leur destin. Non qualifiés en finale mais avec une belle avance acquise à l'issue de Shanghai, Paul devait alors regarder Mejdi et Sam se battre sur les tapis, et après une finale sous tension, c'est finalement Sam Havzu qui l'emportera face à son compatriote, mais aussi face à la concurrence en finissant premier du général, alors que Mejdi ne finira que 6ème, trop loin pour rattraper Paul James, disant donc adieu à ses espoirs de Jeux Olympiques. Au classement combiné, on retrouve donc Sam juste derrière le coréen Do Yoon Lee, également impérial sur les 2 épreuves, comme Adam Ondra ou Alberto Rines Lopez. Derrière le belge Hannes van Duizen est également qualifié, tout comme Paul James, 4 petits points devant Mejdi, dont l'aventure s'arrête ici. Enfin, Amish McArthur, Yannick Floé, Sacha Lehmann, Alexander Megos, Luca Potočar et Yufei Pan complètent la shortlist des qualifiés pour les JO de Paris 2024. Enfin, il n'y avait pas que du combiné à Budapest, et en vitesse aussi, nous avons assisté à quelques surprises, dont une magnifique pour notre équipe de France. Cette surprise, c'est la qualification de Manon Lebon pour Paris 2024, en battant, tenez-vous bien, la polonaise Natalia Kalushka, l'une des toutes meilleures grimpeuses de vitesse au monde. Au classement, on retrouve donc la chinoise Yafei Zhu, la polonaise Alexandra Kalushka, la sœur de Natalia qui remporte donc son duel face à elle, l'indonésienne Rajia Salsabilla, les françaises Capucine Viglione et Manon Lebon, mais aussi l'espagnole Leslie Adriana Romero Pérez et l'italienne Beatrice Colli, 1 point devant notre autre française Lison Gautron qui termine à 3 points seulement de Manon Lebon. Chez les hommes par contre, pas de miracle pour nos français qui laisseront Bassa seul qualifié pour les JO. A la place, on retrouvera le chinois Peng Wu, l'indonésien Leonardo Vedrik, le kazakh Amir Maïmuratov, l'américain Zachary Hammer, l'iranien Reza Alipour Shenazandifar, l'ukrainien Yaroslav Kash et le coréen Euncheol Shin. Enfin, je ne vais pas vous remettre la liste complète des athlètes qualifiés, tous les autres médias d'escalade l'ont déjà fait, donc je juge pas ça très intéressant de vous le remettre ici. Pour ça, je vous redirige plutôt vers l'article de Vertige Media sur le sujet, le lien est en description. Par contre, étant donné ma nouvelle passion pour les tableaux, je vous ai fait un petit classement du nombre d'athlètes représentés par pays, et à ce petit
petit jeu là, la France s'en sort très bien, deuxième pays à égalité avec la Chine, avec chacun 7 athlètes qualifiés, juste derrière les États-Unis, seule fédération à réaliser un 8/8. On retrouve aussi évidemment le Japon avec un 4/4 en combiné, à l'inverse de l'Indonésie qui fait un 4/4 en vitesse. Côté francophonie, on retrouvera également la Suisse et la Belgique avec un qualifié chacun en combiné homme, même si les Belges pourront nourrir quelques regrets avec l'élimination de Nicolas Collin aux portes de la qualification. Des qualifiés qu'il faudra maintenant convertir en médailles, et ça c'est loin d'être gagné, alors comme on dit les jeux sont faits, ne reste maintenant plus qu'à les attendre. News numéro 2, à peine les Olympic Qualifiers de Budapest terminés, on s'attendait à une Coupe du Monde d'Innsbruck un peu plus calme, mais que nenni car il s'agissait là du dernier entraînement de combiné pour beaucoup d'athlètes déjà qualifiés pour Paris 2024. En bloc femme par exemple, si les nouvelles grimpeuses qualifiées aux Jeux Olympiques ont regardé la finale, eh bien leur joie a dû être de courte durée en se rappelant qui elles allaient affronter. En effet, la Slovène Janja Garnbret aura glané sa 17e médaille d'or en Coupe du Monde de bloc, après un nouveau 4/4 en finale. Juste derrière elle, grosse surprise, puisqu'à la médaille d'argent on retrouve Jennifer Echaria Buckley lors de sa première Coupe du Monde. Une toute jeune Slovène de 16 ans, la première à faire finale en Coupe du Monde dès sa première participation depuis une certaine... Il y en a une deuxième qui arrive. Il y en a une deuxième qui arrive. Il y en a une deuxième qui arrive. Enfin, pour clôturer le podium, on retrouvait Anastasia Sanders, la jeune américaine de 16 ans, dans une finale manquée de peu par nos françaises Oriane Berton, 7ème pour son retour, ou Naïlé Maignan, 9ème, mais pas par Fanny Gibert, qui juste après sa désillusion olympique aura participé à une nouvelle finale de Coupe du Monde, 10 ans après sa première à Vail, et même si elle ne pourra faire mieux qu'une 6ème place, c'est sûrement un joli regain de confiance pour elle après sa blessure de fin d'année. Chez les hommes, on respire un grand coup, on se mouille la nuque, et surprise, bon retour en Coupe du Monde avec pas moins de 4 japonais en finale, dont 3 sur le podium. En tête, on retrouve le jeune Sota Amagasa pour sa première médaille d'or en Coupe du Monde, pas le plus attendu donc, mais bon, je ne vais pas vous refaire une millième fois la blague du réservoir infini du Japon. Juste derrière, c'est Meiichi Narazaki qui s'empare de l'argent, juste devant Sorato Enraku qui visait évidemment plus. Enfin, hors du podium, Toby Roberts réalise tout de même une solide performance, 4ème, juste devant Elias Ariagada Kruger et Ritsu Kayotani, alors que nos jeunes français Sam Richard et Thomas Lemagné, eux, ont fait forte impression, terminant respectivement 16ème et 13ème, Sam se permettant même de sortir en tête des qualifications. A noter également la blessure au pied d'Alberto Rines Lopez en demi-finale, qui annonce qu'il, même s'il se veut rassurant sur sa blessure, doit maintenant croiser les doigts pour arriver à 100% à Paris. En difficulté maintenant chez les femmes, c'est encore une fois Janja Garnbret qui l'emporte, mais cette fois-ci non pas sans suspense, puisqu'en finale la japonaise Ai Mori lui tiendra tête avec également un top, paraissant même bien plus à l'aise que la Slovène qui, elle, ne topera qu'à 2 secondes de la fin du chrono. Sauf que malheureusement pour Ai, la décision se fera sur leur classement de qualification, alors que les deux grimpeuses étaient déjà à égalité en demi-finale, et à ce jeu-là, la Slovène s'était montrée la meilleure, une prise simplement devant Ai Mori. Décidément, pour faire tomber Janja cette année, il semble qu'il faudra se lever très tôt. Derrière les deux grimpeuses, il y avait un monde, puisque si Chai Yoon-seo réussit à grimper assez haut dans la voie, derrière, toutes se casseront les dents sur le crux au niveau de la prise 22, à l'image de Jessie Pils, 4ème, mais aussi Alexandra Totkova, Anastasia Sanders, Mattea Pozzi ou Yue Tongzang. Ici non plus, on ne retrouvait pas de française en finale, alors que Camille Pouget terminait 13ème, légèrement devant Manon Hilly, 18ème, mais loin devant Oriane Berton, 30ème et sortie dès les qualifications. Enfin, on termine avec les hommes, cette fois-ci encore beaucoup de japonais en finale, 3 mais pas aussi bien placés, puisque Shuta Tanaka, Teizei Oma et Tomoa Narazaki termineront respectivement 5, 6 et 8ème. A l'inverse, au sommet, on retrouvera l'immense Jakob Schubert, juste devant son concurrent de longue date Alex Megos, et Toby Roberts qui s'invite sur le podium, alors que côté français, si le week-end n'était pas des plus médaillés, on saluera là aussi une belle perf de Max Burton, qui terminera 19ème pour sa première Coupe du Monde en senior. News numéro 3, d'ailleurs on n'en a pas vraiment fini avec Innsbruck, puisque j'aimerais maintenant vous parler d'un sujet qui fâche, la diffusion de la compétition. Mais avant ça, je rappelle qu'en tant que personne bienveillante, on pose sa fourche et son bâton, et d'ailleurs on peut même faire une annonce pour les donner, parce que vraiment Jonathan, avoir une fourche et un bâton chez toi simplement pour montrer que tu n'es pas content, c'est très contraignant, tu habites à Paris dans un 12 mètres carrés, ça n'a pas de sens. Enfin bref, depuis le 11 juin dernier, vous l'avez peut-être remarqué si vous regardez les compétitions sur Eurosport, l'abonnement pour regarder l'escalade a évolué, maintenant ce n'est plus 9,99€ par mois que vous devrez dépenser pour la regarder, mais bien 10,99€, non plus directement sur les sites d'Eurosport, mais sur la plateforme de streaming Max. Une décision pas si mauvaise à mon avis, car si personnellement je ne suis pas le plus grand adepte de séries, je pense tout de même que certains y trouveront leur compte en payant 1€ de plus pour avoir la possibilité de mater un épisode de House of Dragons en même temps que la compétition, ça permettra de faire croire à votre cerveau qu'il y a un suspense en finale femme.
Par contre, si je répète que payer pour regarder un contenu de bonne qualité, s'il était bien mis en avant, serait tout à fait respectable. Déjà 10,99 € ça fait beaucoup, voire même énorme pour une compétition par mois, mais surtout nous n'avons encore eu que très peu de communication sur ce changement d'offre, à moins d'une erreur de ma part, aucune communication de la part de l'IFSC et très peu de la part d'Eurosport, sans compter la diffusion toujours pas au niveau. Par exemple, si on parle souvent de GG le caméraman qui sévit régulièrement sur le circuit à l'aide de sa spécialité gros plan un peu mal senti quand l'action est ailleurs, et bien à Budapest et surtout Innsbruck, c'était pire que d'habitude. On a eu le droit à des mauvais angles à tout va, des gros plans de chaussons et de micro-prises alors que l'action était ailleurs, et une myriade de tops en hors-champ à tel point que plusieurs threads Reddit ont été ouverts sur le sujet. Alors attention, il est vrai que la réalisation n'est pas spécialement du ressort de l'IFSC et que ce sont des équipes du pays hôte qui s'en chargent, mais à 10,99 € par mois, on pourrait attendre des procédures un petit peu plus claires. Ajoutez à ça une interruption du live des finales de difficulté sur YouTube à l'étranger pour cause de droits d'auteur sur des musiques passées par les organisateurs sur place qui s'entendaient sur le live, ça n'a beau pas être de leur faute, et ça fait un petit peu beaucoup pour un week-end de compétition. News numéro 4, le mois de juin s'achève et avec lui le mois des fiertés. Pour l'occasion, la page Instagram des Jeux Olympiques et l'IFSC ont publié un post commun qui retrace le combat de Campbell Harrison pour sa qualification olympique. L'athlète australien avait en effet dû abandonner ses rêves de JO en 2020 à cause de la maladie d'un de ses proches. Enfin, 3 ans plus tard, en novembre dernier, Harrison prenait sa revanche puisqu'il se qualifiait pour les JO de Paris 2024 lors du tournoi de qualification océanien. Une victoire qu'il fêtera alors comme beaucoup d'athlètes en embrassant ses proches, dont son compagnon. Un baiser que la page des Jeux Olympiques a aujourd'hui voulu mettre en avant avec la phrase A kiss worth celebrating, ou un baiser qui mérite d'être célébré, une ode à l'inclusion des personnes LGBT+ dans le sport à travers son meilleur exemple, un athlète de haut niveau. Malheureusement et malgré les plus de 100 000 likes à ce jour, alors que le compte tourne en moyenne à 10 000 likes, le post provoquera un tollé d'insultes homophobes et de désapprobation comme Get them out of here, as a climber unfollow, this isn't sport ou même I disagree, comprenez, je ne suis pas d'accord. Ce qui est un argument assez étonnant puisqu'à titre personnel ça fait 26 ans que je suis contre le concept de Crocs et jusqu'à preuve du contraire, ben ça existe et elles m'ont pas demandé mon avis. Attends, tu viens de comparer la communauté LGBT+ à des Crocs? Non. Face à ça, la réponse de l'IFSC et du compte olympique ne s'est pas fait attendre, mais est restée bien timide face à l'ampleur des commentaires haineux, et si on n'oubliera pas que l'intention du post est évidemment louable, l'on aurait aimé que la modération se montre plus sévère à cet égard. Enfin, heureusement, la communauté escalade sera elle venue au secours d'Harrison, et les messages de soutien et de compassion auront fini par recouvrir les discours homophobes. Enfin, pour l'Australien, il ne s'agit pas simplement d'un post qui sera oublié dans les méandres d'un feed Instagram, mais bien de ses droits pour lesquels il milite. Ambassadeur de l'association Climbing Cuties, il s'est exprimé en ces termes dans une interview. La réalité, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on voit si peu d'athlètes homosexuels dans le sport, et c'est parce que nous ne sommes toujours pas en sécurité ici pour l'instant. La fierté est importante, la représentation est importante, ce sont les homophobes et les intolérants qui devraient se sentir malvenus dans le sport, pas moi, pas Justin, pas les personnes homosexuelles qui essaient simplement de vivre leur vie sans avoir à mentir et à cacher qui elles sont. Car oui, pour ceux qui se demandaient quel rapport avec le sport à propos de ce post, eh bien le sport, ce sont des millions d'individus qui n'ont a priori rien en commun, mais qui partagent la même passion, et dans notre cas la même idée folle d'aller le plus haut possible pour redescendre et recommencer encore. Les Jeux Olympiques ont une portée universelle, et c'est cette vision du sport qui est mise en valeur ici, tout le monde a sa place. Le sport est un outil d'émancipation face à la réalité du quotidien, d'autant plus que la communauté des grimpeurs se veut et se proclame inclusive. Malgré tout, j'ai espoir que les grimpeurs et grimpeuses ne soient pas trop mis en cause dans cette affaire, car ce même baiser avait été publié le 14 février sur la page de l'IFSC uniquement pour célébrer la Saint-Valentin avec une réception bien plus chaleureuse. Finalement, la réponse la plus appropriée était peut-être celle d'Harrison Campbell lui-même, All these people are mad cause we are hotter than they are, ou simplement un peu d'humour quand on espère que cet espace commentaire n'était finalement qu'une vaste blague. Et dans le reste des news maintenant, il y a 2 semaines ce n'était qu'une proposition, c'est désormais confirmé, le paraclimbing sera bien présent aux Jeux Paralympiques de Los Angeles en 2028. Une nouvelle très attendue par les athlètes dont nos Français Solène Piret, Lucie Jarige ou encore Aloïs Potier, qui a personnellement fait savoir sur Instagram le caractère historique de cette proposition qui vient directement du comité olympique, une première pour les Jeux.
Une décision également saluée par l'IFSC qui n'a pas ménagé ses efforts pour donner à ce sport une dimension universelle avec son plan de développement de l'handi-escalade et qui, on l'espère, permettra de dévoiler ce sport aux yeux du grand public alors que pour l'instant seuls 35% des places ont été vendues pour les Jeux paralympiques de Paris. Et on continue dans le reste des news. Si vous aimez les reportages à la Netflix et les cheveux de couleur, alors cette vidéo est faite pour vous. Cette semaine, la chaîne YouTube Adidas T-Rex a sorti un documentaire sur son athlète bien connue, la japonaise Mio Nonaka. Elle y dévoile notamment ses débuts dans l'escalade et sa volonté toujours plus forte de gagner, mais également le côté impitoyable de la vie de compétitrice de haut niveau, comme en témoigne cet extrait insupportable de sa mère la réconfortant avec un éventail et une ombrelle alors qu'elle pleure après son élimination d'une compétition. Oh, cette vie d'enfant, mais c'est terrible. Enfin bref, un documentaire qui vient évidemment faire monter la pression avant les Jeux Olympiques de cet été et annoncer son seul objectif, la médaille d'or. On lui dit pour Yannick Garnbrett ? Non, Ouais, on va attendre un peu. Ouais. Toujours dans le reste des news, Arc'teryx a publié ce 19 juin Body of a Line, un court-métrage qui mêle escalade et poésie en retraçant l'ascension de la voie Dun West Bay direct dans le Diamond of Longs Peak par l'américaine Madeleine Sorkin. Cette ligne de 82 mètres est considérée comme étant la plus dure, au-delà de presque 4000 mètres d'altitude, un récit qui puise son originalité dans sa forme, avec 6 premières minutes d'animation à l'esthétique épurée et au paysage tout droit sorti d'une bande dessinée ou d'une aquarelle. Ce choix met en valeur les émotions de la grimpeuse qui sont comptées en voix off d'un verbe poétique mais aussi des sons directement captés lors de l'ascension sur la voie, un subtil mélange qui laisse place dans la seconde partie de la vidéo à un retour sur un cadre plus réaliste pour assister à l'enchaînement de la voix entre joie et soulagement. Une belle découverte qui nous pousse à réfléchir sur nos motivations à grimper et si vous voulez visionner cette vidéo, le lien est en description. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on retourne cette semaine du côté de Fionnet pour l'enchaînement du bloc Fuck the System 8C+, par l'américain Sam Ware. Après la semaine dernière et Pietro Vidi, c'est maintenant au grimpeur de 32 ans d'enchaîner le bloc extrême libéré par Sean Rabutu il y a 2 ans maintenant. Pour Sam, il s'agissait d'un jeu de patience après être tombé 2 fois sur la dernière section en 5 à bloc, juste avant le réta, alors qu'il aura ensuite dû attendre des conditions météo moins humides et plus clémentes pendant plusieurs semaines. Concernant la ligne, il l'a décrit comme les plus beaux mouvements qu'il ait jamais réalisés et c'est un soulagement d'avoir pu enchaîner ce bloc qui, selon ses mots, lui permet maintenant de rêver encore un peu plus grand. Et on se dirige maintenant dans le Peak District pour la réalisation de Superman 8B Block par Shona Coxie. Décidément, la jeune maman multiple vainqueur de Coupe du Monde est en forme en ce moment. Après avoir enchaîné Hazel Grace début juin 8B+, c'est déjà une nouvelle croix extrême pour la Britannique avec ce joli tracé tout en doigt. En ce moment, Shona redouble d'efficacité et nous fait donc espérer une deuxième partie de carrière outdoor au plus haut niveau. Et direction maintenant le site de Gargantua dans le Gard où le français Loïc Zéani vient d'enchaîner coup sur coup 3 voies dans le 9A avec 8mm, Lunatic et Tok ou encore Stamina Land. 3 enchaînements situés dans la grotte du site avec des mouvements assez originaux dont un très joli jeté sur une belle écaille pour le départ de 8mm. Un joli coup d'éclat pour l'un des grimpeurs français qui n'en finit plus de moissonner le 9e degré avec pas moins de, tenez-vous bien, 84 voies dans le 9A ou plus. Un volume exceptionnel qu'on espère maintenant le voir pousser au-delà de nos frontières et au-delà du 9B, pourquoi pas, lui qui détient déjà 6 voix dans la cotation. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je profite de cette occasion pour vous remercier encore une fois d'être aussi nombreux à suivre la chaîne. Grâce à vous, je peux vivre de ma passion et ça, c'est simplement génial. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit et pourquoi pas à venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!